Bonjour à tous, voici la vidéo du chapitre 1 de la partie 4. Le fichier de cours, il est à disposition sur Internet. Et donc, voici le cours en vidéo. Et si ça va trop vite, et ben, vous faites pause et puis vous revenez en arrière. Alors, ce chapitre traite de l'aspect énergétique des systèmes en mouvement. On a déjà parlé des systèmes en mouvement, les systèmes mécaniques. On avait étudié leur mouvement, leur vitesse, leur trajectoire grâce à la seconde loi de Newton. Ici, on va les étudier sous un autre aspect, l'aspect énergétique, et ça va être assez riche en informations et ça permettrait de résoudre des problèmes euh, parfois de façon plus facile. Alors, d'où vient cette notion d'énergie? Ben, on va dire que dans un premier temps, historiquement, ce concept, il est apparu par une réflexion en se disant que ben, quand on veut faire bouger un objet, par exemple, porter une valise, et ben, ça va être d'autant plus fatigant, ça va demander d'autant plus d'énergie que, que la valise est lourde et que la hauteur sur laquelle il faut la déplacer est importante, hein. Vous dépenserez plus d'énergie pour déplacer la valise d'un mètre de hauteur que de 2 mètres. Enfin, vous dépenserez plus d'énergie si vous devez la déplacer de 2 mètres de hauteur que si vous devez la soulever seulement à 1 mètre de hauteur. Et vous dépenserez d'autant plus d'énergie que la valise est lourde. Pareil pour un train, il dépensera d'autant plus d'énergie électrique que le trajet à parcourir va être long et que la masse ici, le nombre de wagons va être important. Une voiture dépensera d'autant plus d'énergie chimique contenue dans le pétrole que le trajet qu'elle aura à parcourir sera long et que la force du moteur sera importante, hein. C'est-à-dire si la voiture n'est pas très aérodynamique, par exemple, eh ben, le moteur devra dépenser d'autant plus d'énergie. Donc c'est cette énergie transmise via une force, hein, que ce soit la force des moteurs ou la force humaine. Ici, on appelle ça le travail d'une force. Et quand on transfère de l'énergie à un système via une force, ce qu'on fait varier, c'est sa vitesse, à laquelle on attribue une énergie de vitesse qu'on appelle l'énergie cinétique, que l'on définit comme étant 1/2 de la masse du système fois la vitesse du système au carré. Alors regardons comment on peut évaluer le travail d'une force. Alors, ici, on a un système qu'on veut déplacer du point A au point B, la force jaune, et l'angle θ, c'est l'angle que fait la force avec le trajet AB. Alors, euh, ici, voilà la formule pour avoir le travail de la force. Alors, le travail, c'est W, de work en anglais, hein, sur le trajet AB de la force F, c'est la force scalaire, le trajet. Donc voilà, cette notation-là, d'un vecteur fois un autre, on appelle ça un produit scalaire en maths. Et pour évaluer ce produit scalaire, on fait la norme du premier vecteur fois la norme du second vecteur fois le cosinus de l'angle qui est entre les deux. Donc tout ça, ça donne un nombre, hein. Ça donne pas un vecteur, donc le travail c'est vraiment un nombre, hein, c'est pas un vecteur. Un nombre qui va s'exprimer en joules, puisque c'est une énergie, et que le joule est l'unité du système international pour l'énergie. Euh, et donc ce travail va dépendre de l'angle qu'il y a entre la force et le trajet. Effectivement, la force sera d'autant plus efficace qu'elle sera collinaire au trajet. Ici, dans cette force-ci, elle a deux parties. Une partie qui est utile, cette partie-ci, qui est collinaire au trajet, et puis cette partie ici qui est perpendiculaire au trajet, qui en fait n'a pas d'influence, en tout cas ne participe pas pour amener le système du point A au point B. Donc cette partie de la force, on dit qu'elle ne travaille pas. Donc la seule partie de la force qui travaille, c'est la partie qui est collinaire au trajet. Et cette partie-là, eh ben, on l'a en faisant la norme de la force, l'intensité de la force, si vous préférez, que multiplie du cosinus θ. Donc voilà d'où est-ce qui vient le cosinus θ. En fait, quand on fait F cosinus θ, on garde uniquement la partie de la force qui est utile pour amener le système du point A au point B. Alors quand l'angle entre le trajet et puis la force est inférieur à 90 degrés, on va avoir un cosinus qui est positif et donc un travail qui va être positif. Le travail, on dit qu'il est moteur, c'est-à-dire que la force donne de l'énergie au système pour l'amener du point A au point B. Par contre, quand on a une force qui fait un angle supérieur à 90 degrés, on va avoir un cosinus inférieur à 0 et un travail donc qui va être inférieur à 0. On parle de travail résistant. Dans ce cas-là, la force, elle s'oppose, elle prend de l'énergie au système, elle s'oppose à son déplacement de A vers B. Et puis quand la force elle est perpendiculaire, et ben on dit qu'elle ne travaille pas, on va avoir un angle donc à 90 degrés, un cosinus nul, un travail nul. Donc elle ne s'oppose pas, mais elle ne permet pas non plus le déplacement de A vers B. Donc on l'a dit tout à l'heure, hein, quand une force travaille, elle fait varier l'énergie cinétique du système. Alors regardons une force particulière, le poids. Donc le poids d'un objet, vous voyez le travail du poids, donc ça va être le poids scalaire AB. Donc ici vous avez
un système qui va du point A au point B. Le point A est à altitude ZA, le point B est à une altitude inférieure, ZB. Et donc, pour calculer le travail du poids, on fait la valeur du poids fois le trajet AB fois cosinus θ. Et puis, si on regarde bien ici, on a un triangle rectangle. Et puis, l'hypoténuse, c'est AB. Et si je regarde cet angle-ci, son cosinus à cet angle-ci, c'est le côté adjacent, c'est-à-dire ZA moins ZB, c'est-à-dire ce côté-ci, que divise l'hypoténuse, c'est-à-dire AB. Donc, finalement, ou dit autrement, AB cosinus θ, c'est ZA moins ZB. Je vous laisse regarder le cours pour ceux qui sont un petit peu sceptiques. Et donc, on a, au final, le travail du poids, c'est P qui multiplie la différence d'altitude, l'altitude de départ, moins l'altitude d'arrivée. Et je vous rappelle que le poids, c'est aussi M fois G. Voilà, donc dans ce cas-ci, l'objet passe d'une altitude haute à une altitude basse, donc le travail du poids et moteur, il va être supérieur à 0. Alors, ce qu'on peut déjà remarquer, c'est que, en fait, finalement, ici, le travail du poids dépend uniquement de l'altitude de départ et de l'altitude d'arrivée. Mais finalement, on n'a pas du tout invoqué dedans la façon dont le trajet est parcouru entre A et B. Finalement, on pourrait très bien parcourir le trajet en faisant des zigzags entre A et B, on trouverait exactement le même travail. Donc, on dit que le poids est une force conservative parce que son travail ne dépend pas de la façon dont le trajet est parcouru. Ça dépend uniquement d'une caractéristique du point de départ et d'une caractéristique du point d'arrivée. On peut aussi dire que il est conservatif, cette force est conservative parce que le travail sur le trajet AB va être égal exactement à l'opposé du travail sur le trajet BA. C'est-à-dire qu'en fait, le poids donne une quantité d'énergie pour amener le système de A à B, et si vous voulez amener le système de B à A, donc il va faire le monter, dépenser de l'énergie, et le poids va exactement reprendre l'énergie qu'il avait donnée pour aller de A à B. Voilà. Donc ça, c'est une force conservative, c'est-à-dire une force qui donne autant d'énergie dans un sens qu'elle en reprend dans l'autre. Le poids, on dit que c'est une force conservative, et on verra quelle est l'importance de ce terme-là un peu plus tard. Alors, regardons le travail d'une autre force, la force de frottement. Donc la force de frottement est sur un système qui va aller de A vers B. La force de frottement, elle s'oppose au mouvement de A vers B. Donc elle fait un angle de 180 degrés avec le trajet AB. Donc son travail, ça va être FAB fois cos θ, cosinus de 180 degrés, ça fait moins 1, donc ça fait moins F de AB, donc ça fait un travail qui est négatif, et donc une force qui est résistive, on s'en doutait. Ce qui va changer avec le poids, c'est que si on s'intéresse au trajet dans l'autre sens, donc de B vers A, si le système va de B vers A, la force de frottement, elle va s'opposer à ce mouvement-là. Donc elle va toujours faire 180 degrés avec le trajet, et on va retrouver finalement exactement la même situation que tout à l'heure, avec exactement le même travail. Donc à la différence du poids, la force de frottement prend de l'énergie sur le trajet AB et prend aussi de l'énergie sur le trajet BA. Elle ne redonne pas de l'énergie sur le trajet BA. C'est une force qui est non conservative. Alors, le théorème de l'énergie cinétique, on l'a dit au tout début de cette vidéo, quand une force travaille, elle fait varier l'énergie cinétique du système. Quelle est la relation entre le travail d'une force et la variation de l'énergie cinétique du système? Alors prenons un système qui est soumis à tout un tas de forces, et on va appeler F la résultante de toutes ces forces-là. Donc on sait que si il y a des forces qui travaillent, ça va faire varier l'énergie cinétique. La relation, c'est une relation d'égalité finalement. La variation d'énergie cinétique sur le trajet AB est égale au travail de la résultante des forces qui sur le trajet AB. Voilà. Donc la variation d'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique au point d'arrivée, donc le point B, moins l'énergie cinétique au niveau du point A. Donc ça fait 1 demi de M V B carré moins VA carré, et donc tout ça était strictement égal au travail de la résultante des forces. Alors s'il n'y a qu'une seule force sur le trajet, F ça représente une seule force. Mais s'il y a 36 forces sur le trajet, F c'est la somme des 36 forces. Voilà. Un petit mot sur l'énergie potentielle de pesanteur. Tout à l'heure, on a vu que le poids était une force conservative, alors que la force de frottement n'est pas une force conservative.
pour les forces conservatives, on peut définir une énergie potentielle. On peut les relier à une énergie potentielle. Pourquoi? Parce que regardez, ici, si donc je redonne le travail du poids, donc c'est mg altitude de départ moins altitude d'arrivée. Donc si je distribue, ça va me faire mgza moins mgzb. On retrouve ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que quand on a une force conservative, finalement, elle peut s'écrire comme la différence de deux termes. Un qui dépend uniquement du point de départ et l'autre qui dépend du point d'arrivée. Donc on voit que finalement, on a une quantité qui apparaît ici, m fois g fois l'altitude. Ici, c'est ce qu'on appelle l'énergie potentielle de pesanteur, parce que c'est une énergie potentielle reliée à la force qu'on appelle le poids, et qui est une force conservative, donc. Et donc cette énergie potentielle, qui est définie ainsi, ou autrement dit, le travail d'une force conservative correspond à l'opposé de la variation de l'énergie potentielle que l'on peut relier à cette force-ci. Encore une fois, pour le poids, on appelle ça l'énergie potentielle de pesanteur. Il y a plein d'autres forces qui sont conservatives et on leur attache aussi une énergie potentielle qu'on n'appellera pas énergie potentielle de pesanteur. Voilà, donc ici, cette énergie potentielle de pesanteur, on la définit comme étant la masse du système fois l'intensité de la pesanteur fois l'altitude du système. Alors l'altitude du système, c'est quelque chose de complètement relatif, parce que l'altitude d'un objet, on peut très bien la prendre par rapport au sol d'un bâtiment, ou par rapport au niveau de la mer, ou par rapport à n'importe quelle autre référence. Finalement, l'énergie potentielle de pesanteur va être complètement relative, mais peu importe, nous, ce qui va nous intéresser, de toute façon, ça va être les variations d'énergie potentielle de pesanteur, et donc, quelle que soit la référence qu'on va prendre, de toute façon, quand on étudiera les variations, on aura la même valeur de variation, quelle que soit la référence qui a été prise. Alors, l'énergie mécanique d'un système. L'énergie mécanique d'un système, c'est la somme de son énergie cinétique et de l'ensemble de ses énergies potentielles. Alors nous, à l'avenir, on n'étudiera que des systèmes qui sont soumis uniquement à une force conservative qui est le poids. Donc l'énergie mécanique, ça sera l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Alors si on définit l'énergie mécanique de cette façon, c'est parce que c'est une quantité qui va se conserver, c'est-à-dire qu'elle va rester constante au cours du temps dans certaines situations. Regardons dans quelle situation. Alors ici, première vidéo, on a une balle là qui chute. Si on étudie l'évolution de l'énergie cinétique et potentielle au cours du temps ainsi que l'énergie mécanique, on obtient ce genre de courbe-là. L'énergie potentielle en bleu qui diminue parce que la balle perd de l'altitude au cours de son mouvement. L'énergie cinétique en noir qui augmente parce que la balle gagne de la vitesse au cours de son mouvement. Et l'énergie mécanique en rouge qui est la somme des deux et qui est constante. Alors comment ça s'explique? Alors déjà physiquement il y a un transfert d'énergie qui s'est opéré parce qu'en fait la balle au départ elle a de l'énergie potentielle de pesanteur qui se transforme finalement petit à petit en énergie cinétique et qui se transforme intégralement en énergie cinétique et c'est ça qui fait que l'énergie mécanique se conserve. Et comment c'était prévisible ça? Parce qu'en fait la balle sur ce trajet-là, elle est soumise a priori qu'à son poids. Peut-être qu'il y a quelques légers frottements, mais qui peuvent être négligés ici. Et donc elle est soumise qu'à son poids, qui est une force conservative. Et quand un système, est soumis uniquement à des forces conservatives, son énergie mécanique se conserve. Un autre exemple, on a ici une petite bille qui va chuter dans un liquide visqueux. Voilà, regardons l'évolution des courbes. Ici, l'énergie potentielle ne se transforme pas intégralement en énergie cinétique. L'énergie mécanique, du coup, diminue au cours du temps parce que il y a eu des frottements. Ici, les frottements sont des forces non conservatives et donc ne conservent pas l'énergie mécanique. Et en fait, il y a une partie de l'énergie potentielle qui se transforme pas en énergie cinétique, qui se transforme en chaleur, qui est évacuée vers le milieu extérieur, donc c'est-à-dire vers le liquide visqueux. Encore un exemple, une balle qui fait un rebond. Voilà, quand on regarde l'évolution des énergies cinétiques, potentielles de pesanteur et mécanique, on voit qu'avant le rebond, ça se conserve, après le rebond, ça ne se conserve pas. Le rebond est une force non conservative et donc qui n'a pas permis la conservation de l'énergie mécanique. Dernier exemple, c'est celui que vous allez devoir étudier par vous-même avec le fichier de TP, donc c'est ce mouvement-ci. Voilà. Et vous avez ici l'évolution de l'énergie potentielle. Alors ici, qui n'est pas l'énergie potentielle de pesanteur, vous verrez dans le sujet, c'est l'énergie potentielle élastique, l'énergie due au ressort, l'énergie cinétique en noir et l'énergie mécanique en rouge. Voilà, à partir de là, c'est à vous de travailler sur le sujet du TP numéro 2 de ce chapitre 1. Bon courage.